Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. La Chine célèbre en ce moment la fête du printemps, la fête la plus importante de l'année. Époque de réunion familiale, cette fête compte de nombreuses traditions imprégnées profondément dans la culture chinoise. Aujourd'hui, avec notre invité, nous allons essayer de vous faire partager la joie de la fête, vous faire découvrir ces traditions, mais aussi voir comment les habitudes des Chinois ont évolué ces dernières années. Pour les Chinois, l'année 2018 signifie quitter l'année du coq et accueillir celle du chien. Objets en or, timbres, décorations, etc. Tout ce qui est en rapport avec le chien voit ses ventes décoller. Pour accueillir la nouvelle année, tout le monde se prépare une semaine avant le jour J. Coller des sentences parallèles est la première chose à faire. On écrit 3 phrases porte-bonheur sur du papier rouge, 2 des phrases sont ensuite collées verticalement sur chaque côté de la porte, et la 3e est collée sur le linteau de la porte. Beaucoup de familles achètent également des papiers découpés pour décorer les pièces de la maison et demander paix et richesse. Lorsque l'on parle de la fête du printemps, on ne peut omettre la nourriture. Au nord, les gens mangent des jiaozi, raviolis bouillis faits avec de la pâte de farine farcie. Au sud, c'est le riz gluant que l'on affectionne, car c'est à partir de celui-ci que sont faits les niangao, des gâteaux de riz, et les yuanxiao, des boulettes de riz fourrées. Évidemment, ce n'est qu'une infime partie des plats présents sur la table à manger la veille du Nouvel An. Une autre activité extrêmement vivante de la fête du printemps sont les danses du dragon et du lion. Ce sont des danses très exigeantes. On les retrouve aussi à l'étranger lors du Nouvel An, une façon pour les Chinois expatriés d'exprimer leur nostalgie et leur amour de leur pays. La Chine est un pays extrêmement vaste et chaque région a sa manière de célébrer la fête du printemps. La seule chose qui ne change pas, où que l'on soit, c'est le désir d'être réunis en famille. 回家大概需要26-7个小时吧。现在的心情当然很开心，因为马上可以见到自己的父母小孩自己爱人站得再长，我觉得也值得呀，心情也挺开心的。反正我就是说，看着别人回家或者是早回家了，我就特别想哭，不知道为什么。C'est la plus grande migration humaine sur notre planète. Peu importe les difficultés, peu importe la distance, les Chinois vont prendre l'avion, le train, la voiture, enfourcher leur moto, monter en bateau, utiliser tous les modes de transport imaginables du moment qu'ils peuvent rejoindre leur terre natale. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui M. Dong Qiang. Bonjour. Et vous êtes doyen du département français de l'Université de Pékin, président du prix Foulet et membre correspondant de l'Institut de France. Bonjour et bienvenue sur notre plateau à cette occasion très heureuse. Oui, je suis très heureux d'être ici puisqu'on va parler d'un sujet très joyeux, oui. festif. Alors on voit que la fête du printemps est une fête très importante en Chine, mais aussi il y a des célébrations aussi dans d'autres pays asiatiques aussi. Et d'où vient l'origine de cette célébration printanière? Vous savez, c'est toujours difficile d'expliquer une origine très précise, surtout pour les fêtes chinoises, parce que la civilisation chinoise est très longue et contrairement par exemple à l'Europe qui a des démarcations, si je veux dire, très nettes. Vous avez le Moyen-Âge, la Renaissance, l'âge classique, les Lumières, etc. La Chine est restée très très longtemps dans une continuité. Donc, souvent, c'est une tradition qui cumule, qui s'accumule, qui varie, mais il y a une sorte de noyau qui reste sans changer. Donc, l'origine, ça remonte il y a très très longtemps, puisque la civilisation chinoise est profondément agricole. Donc, le fait de fêter le printemps, qui est le début d'une année, surtout agricole, qui est le début d'un cycle, ça remonte, si on peut dire, dès le début de la civilisation chinoise. Évidemment, donc, il y a toujours des légendes qui expliquent un peu pourquoi on fait ça. Donc la légende la plus répandue, c'est que
à l'époque, il y a une sorte de démon, un démon qui s'appelle Nien. Nien qui après est devenu le mot qui veut dire année. Et ce démon qui, au moment justement où on arrive à la fin d'une année, eh bien, sort des montagnes pour, disons, embêter des villageois, pour venir manger des cochons, etc. Et du coup, il faut chasser ce démon qui s'appelait Nien. Donc il faut tous les moyens, il faut faire du bruit, il faut la lumière, il faut des couleurs très vives, etc. pour faire peur à ce démon qui s'appelle Nien. Donc on a réussi. Donc du coup, cette tradition est restée. Donc, vous savez, les légendes sont toujours des légendes, mais les légendes disent toujours quelque chose. Donc ça montre que finalement, la fête du printemps est toujours quelque chose d'abord pour fêter le début d'une année, le début de printemps, le début d'un cycle de l'année, et surtout pour se protéger et pour quelque chose de très important, exorciser les démons. C'est-à-dire pour chasser les mauvais esprits et garder le bonheur d'une famille, d'un village, d'une société. Donc ça, je crois que cet esprit-là n'a pas changé. Et aujourd'hui, on voit que cette fête est devenue un moment de réunion familiale pour beaucoup de Chinois. C'est très important, très très important, mais c'est même aussi, je dirais, le noyau de l'intérêt de cette fête. Parce que, vous savez, les fêtes sont humaines, sont créées par les humains et ils ont toujours un but très social. Et la fête du printemps, c'est vraiment profondément lié avec cette tradition chinoise du respect de la famille. L'attention apportée aux familles. L'attention portée à la famille et justement le respect de cette structure familiale. C'est pour ça qu'il y a des périodes où c'est très rigoureux, c'est-à-dire l'équivalent d'un réveillon, il faut quelle sorte de membres. Le lendemain, voilà, les membres de la famille doivent rester ensemble. C'est seulement le deuxième jour de Nouvel An qu'on commence à pouvoir sortir. Et surtout, par exemple, la mariée va rentrer à la maison pour voir ses parents, mais doit rentrer le jour même, etc. Et seulement le troisième jour qu'on peut sortir et dire bonjour et faire des souhaits aux voisins, etc. Donc c'est très strict. Parce que la famille chinoise, surtout dans l'ancienne Chine, insiste beaucoup sur cette distinction du dedans et du dehors. C'est-à-dire à l'intérieur de la famille. Le moment de la fête de printemps, tout le monde doit rentrer à la maison. Tout le monde doit rentrer à la maison. Les gens qui ont quitté leur pays natal pour travailler dans des grandes villes comme Pékin et Shanghai, les travailleurs doivent, tout le monde sait, c'est difficile même parfois de prendre des billets de train. C'est toujours, chaque fois sur les journaux, dans la presse, on parle de cette difficulté de rentrer, de retour à la maison. Donc, et puis pour les gens, pour les étudiants rentrent à la maison. Les étudiants qui étudient à l'étranger, ils rentrent en Chine. Et donc c'est quelque chose. Le prix de billet d'avion augmente aussi. Où il y a un flux énorme. C'est le moment où il y a le plus grand flux de mouvement dans une année, parce que même si la famille est petite, ça reste le noyau. Même si peut-être on se réunit seulement 4-5, pas comme avant, peut-être des dizaines. Mais là, l'idée c'est qu'il faut être ensemble. Voilà. Et quelles sont les traditions, les pratiques traditionnelles qui sont les plus intéressantes selon vous? Parce qu'il y en a beaucoup et aujourd'hui on ne va pas tout parler. Il y en a beaucoup. C'est d'abord évidemment, on peut parler de l'aspect culinaire. C'est-à-dire le réveillon, c'est le moment où on doit manger bien, même très copieux, de façon très copieuse. Et puis, il y a une distinction évidemment du nord et du sud. Par exemple, dans le nord, on doit manger des raviolis. Et dans le sud, c'est plutôt des plats, beaucoup de plats. Et puis, il faut penser, évidemment, c'est un peu comme la fête du Noël. Il faut penser aux enfants. Penser aux enfants, il faut préparer des cachets rouges. Aujourd'hui, avec le WeChat, on s'envoie des cachets rouges. Donc maintenant, peut-être... mais pour le réveillon, pour le Nouvel An, il faut... le cachet rouge réel, matériel visible. Donc on a
le mettre sous l'oreiller de l'enfant. Hein. C'est Et puis différent chaque quand fois- même la sensation de recevoir bien un sûr, cachet sur Internet et un c'est enveloppe. vivant, c'est matériel, vous voyez, ça se touche, ça se garde, c'est plus joyeux, hein, plus joyeux. Et puis il y a aussi cette idée, mais aujourd'hui ça dépend hein, des régions, cette idée surtout presque de ne pas dormir. C'est-à-dire de veiller jusqu'à l'aube, hein, jusqu'à l'arrivée. Et ça, c'est lié avec cette longue tradition, comme j'ai dit au début, hein, c'est-à-dire chasser les mauvais esprits, faire peur aux démons, etc. Donc là, vous devez maintenir la maison complètement éclairée, hein, et vous, en plein éveil, hein, avec votre esprit, hein, vous faites peur, en fait, aux mauvais esprits. Donc c'est l'idée de ne pas s'endormir, parce que si on s'endort, eh bien, les mauvais esprits risquent d'arriver. Il y a un danger. Donc, il y a cette idée voilà. Donc ça, ce sont des choses qui sont les plus élémentaires. Et évidemment, ça change évidemment aussi d'une région à l'autre dans les détails. Hein. Donc, vous avez mentionné veiller à la nuit, il y a aussi des activités qui s'accompagnent. Genre, avant, il y a des gens qui jouent au mahjong, par exemple, et puis il y a des gens qui regardent le gala du printemps. Oui, mais le gala du printemps, c'est très récent. C'est très récent. C'est quelque chose de très moderne. Il y a à peine 30 ans, 40 ans, hein, parce qu'avant, il n'y avait même pas la télé. Donc, voilà, l'idée avant, c'était justement jouer au mahjong, où l'idée, c'est surtout de faire des jeux de société pour maintenir tout le monde ensemble. Il y a même des gens juste qui passent son temps à grignoter des petits fruits secs, etc., juste pour parler. Chacun, si j'ose dire, maintenir l'autre en éveil. Et puis, comme on ne se voit pas très souvent, il y a plein de choses à se raconter. Vous voyez. Donc, c'était vraiment l'idée d'être autour d'un... C'est un peu... En Europe, ce serait autour d'une cheminée, mais en Chine, il n'y a pas l'idée d'une cheminée, mais autour dans une ambiance très chaude, joyeuse, on se montre, si on peut dire, l'affection. L'affection familiale, dire combien vous avez manqué à moi, etc. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'idée de maintenir une petite collectivité familiale sous une forme ou une autre. Et on voit que la fête du printemps se déroule en général sur une période de 15 jours et qui s'est clôturée avec la fête des lanternes. Et pourquoi les lanternes? Les lanternes, c'est très simple, c'est aussi l'idée de feu, hein, l'idée de lumière, hein, de chasser toujours, chasser une bonne fois pour toutes hein, les mauvais esprits. Et puis après, ça s'est développé parce que, vous savez, les lanternes, c'est devenu une fête parce que les gens, pour une fois, ils peuvent sortir. Parce qu'au moment de réveillon, on reste à la maison. Donc pendant longtemps, les gens sont restreints à la maison et la fête des lanternes, c'est un moyen pour que les gens sortent. Vous avez beaucoup de romans, par exemple des dynasties, des Ming et des Qing, qui racontent comment, pour une fois, un lettré peut rencontrer une jolie femme, etc. Au moment de la fête des lanternes. Ouais. Oui, parce que c'est le moment. Alors, donc, du coup, il y a beaucoup de jeux qui sont liés avec, et ça s'est développé avec, par exemple, on devine des énigmes. Il y a des énigmes, des lanternes. Et surtout, il y a la foire de lanternes. Il y a une foire qui va avec. Hein, donc, on joue beaucoup pour deviner les énigmes des lanternes. Et là, il y a tout un jeu littéraire, un jeu d'intelligence. Hein. Et là, on sent vraiment, si vous voulez, l'ambiance de la civilisation chinoise. C'est-à-dire, on sort de quelque chose, comme j'ai dit au début, de dedans, on va vers le dehors, on va dans une foire, dans un lieu public, où enfin on a l'occasion de fêter ensemble et terminer, si on peut dire, cet ensemble de festivités. C'est vrai que c'est une occasion de créer des relations avec des gens qu'on ne connaît pas, mais apparemment en Chine, il y a très peu d'occasions comme ça par rapport à l'Europe ou par rapport à d'autres pays qui ont des habitudes de sortir dans les bars, par exemple, pour rencontrer les gens. Mais en Chine, dans la tradition, il y a très peu d'occasions comme ça. Ça, c'est une rare des traditions où les gens se rencontrent, se créent des liens. Oui, en fait, tout à fait, justement à cause de la civilisation chinoise insiste beaucoup sur l'intériorité, sur le dedans. Hein.
Et l'Europe, évidemment, il y a toujours, qui s'est toujours développé l'idée de place publique, de square, hein, de l'endroit où on peut se rencontrer. Et c'est vrai, et puis ça, d'ailleurs, à partir de ça, on peut développer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de différences culturelles qui sont nées. Par exemple, la peinture. Quand vous voyez la peinture italienne qui a donné la perspective, la fameuse perspective classique, au début, la perspective a été inventée justement pour concentrer sur une animation de foule. Hein, là où il y a le storia qui est lié avec l'histoire, là où se passent des choses. Hein. Donc il y a une concentration. Alors qu'en Chine, il n'y a jamais eu cette perspective concentrée. Hein. Dans la peinture chinoise, vous avez la perspective qui est multipliée, qui se disperse. Ouais. Hein, on vous montre des montagnes, de l'eau, etc. C'est rarement on concentre sur une scène, même lorsque vous avez la fameuse peinture qui montre justement les gens sortent à Qingming Shanghetu. Oui. Alors la fête de Qingming, c'est aussi une des rares fêtes où on peut se rencontrer, on peut sortir. Mais c'est des là, sorties en famille. voilà, et même là, vous voyez, cette perspective n'est pas concentrée. Vous voyez toutes les scènes. Hein, c'est-à-dire tout se déroule devant vos yeux. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Hein. Comme vous avez évoqué tout à l'heure, la situation est très différente si on remonte dans le temps où il n'y a pas encore le gala de la fête du printemps à la télévision. Avez-vous des souvenirs intéressants et comment voyez-vous l'évolution des habitudes des Chinois pour passer la fête? Oui, ça c'est très intéressant parce que effectivement, parce que les fêtes de printemps, c'est toujours pour les enfants, c'est un moment le plus important, à part ce que j'ai dit, à part les cachets rouges qu'on va recevoir, il y a toujours justement, c'est très joyeux. Hein. Donc les gens, évidemment, les enfants sont contents. Parce que les parents sont contents. Voilà. Et surtout parce que tout à l'heure, on a parlé de beaucoup, mais on n'a pas parlé aussi d'une chose, c'est les pétards. Ah oui. La fête du printemps, c'est le moment où on fait beaucoup de pétards pour chasser et en plus, aussi pour les les étrangers, le pétard est un peu synonyme à la fête du printemps chinois. Oui, quand on évoque ça. D'ailleurs, comme dans certaines villes, c'est interdit maintenant parce qu'il y a des dangers pour l'incendie, etc. Mais sans tous ces bruits, effectivement, ça donne pas la festivité. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont contre les règles et qui, en catimini, vont essayer de faire. Bon. Donc pour les enfants, évidemment, d'abord ça, c'est sortir ensemble et puis à la fois de faire peur ou d'avoir peur, d'être effrayé, d'essayer d'effrayer les autres. Moi je me souviens avec les petits copains, on fait toujours ça, on essaye de faire peur aux autres et souvent on se fait plutôt surpris par les autres. Et puis il y a une chose, moi je reste comme souvenir vraiment inoubliable, c'est au moment de fête, les enfants sont autorisés plus ou moins à boire un peu d'alcool. Et ce n'est pas un alcool très fort, c'est un alcool de riz. Hein. Mais un alcool de riz, pour un enfant, si on boit un peu beaucoup, on devient vraiment ivre. Donc, moi, je me souviens vraiment d'être ivre pour la première fois lors d'une fête de printemps à cause de l'alcool de riz. Parce que l'alcool de riz, c'est très doux. C'est presque sucré, donc on sent rien. Hein. Et du coup, après 3 bols, voilà, donc après on commence je me souviens, on m'a dit, parce qu'après j'ai oublié, hein, on m'a dit que je suis sorti sous la neige, je commence à chanter, danser. Ouais. Donc ça c'est le premier souvenir de l'ivresse. Hein, donc ça c'est pour moi, c'est resté vraiment dans la tête. En somme, c'est une fête où tout le monde est content, apparemment. On a dans cette fête beaucoup de traditions, on a évoqué tout à l'heure. Par exemple, parce que vous faites le calligraphie, vous êtes calligraphe. Aujourd'hui, vous, les téléspectateurs, vous avez de la chance parce que Monsieur Dong va nous faire une démonstration de sentence parallèle qui est une tradition très intéressante et très imprégnée de la culture chinoise. Donc, oui, mais en même temps, il faut dire un mot quand même, parce que expliquer ce que c'est, hein, parce que pourquoi il y a cette tradition de sentence parallèle. Alors, au début, vous savez, l'origine des sentences parallèles, c'est vraiment
des dieux de protection. Hein. C'est-à-dire le Menschen. C'est-à-dire vraiment, l'idée toujours c'est de chasser les mauvais esprits, exorciser, faire peur aux démons pour dormir tranquillement. Hein. Donc il faut toujours coller sur la porte à gauche et à droite de dieux hein, qui nous protègent, hein, qui font peur aux démons. Mais en même temps, vous savez, comme la Chine est aussi surtout le pays de l'écriture, et donc parfois l'écriture peut jouer ce rôle de l'image. Et donc, et en même temps, avec surtout, parce que les dieux de porte, ça ne change pas. C'est très monotone, c'est toujours les mêmes. Hein. Ouais. Alors qu'avec l'écriture, avec les mots, surtout avec le développement, si on peut dire, de la poésie chinoise classique, avec de plus en plus de possibilités de jeu, de composition, eh bien, c'est devenu quelque chose de très développé parce qu'on peut mettre à la fois les souhaits hein, dans des sentences parallèles, et donc aussi surtout sur des papiers très rouges, un rouge foncé qui peut faire peur aussi aux démons, et surtout aussi on peut développer tout un talent littéraire, poétique. Et là je vais vous montrer comment, par exemple, là, à un moment de cette année, par exemple, comment on peut écrire des sentences, et je vous expliquerai le contenu. Parce que apparemment les contenus sont toujours différents par rapport à l'année et oui, chaque année, mais il y a aussi, on peut écrire aussi des sentences parallèles, toujours les mêmes, hein, mais c'est une occasion de création littéraire en fait aussi. Voilà, c'était. Voilà. Hein? C'est très joli. On va les tenir ensemble pour montrer un peu aux téléspectateurs. Voilà, je prends cette partie-là. Sur les papiers rouges, ça donne vraiment et puis surtout, c'est saupoudré d'or. Hein? Oui. Voilà, c'est doré. Voilà, c'est le produit fini. Voilà, donc vous avez deux signes zodiaques, c'est le coq, le chien. Hein? Et donc à gauche et à droite, c'est strictement en parallèle. C'est vraiment symétrique. Hein? C'est Jing Ji Hua Feng Xiang Lin Zai, Rui Quan Wang Yan, Hong Yun Lai. Et ça, c'est vraiment typique d'une sentence parallèle. Alors on va mettre là et je vais expliquer un peu la règle de composition. Ça, c'est très culturel. Donc, voilà, je vous explique un peu parce que ce que je viens d'écrire, c'est vraiment typique hein, des sentences parallèles. À gauche, j'ai écrit en gros, hein, mot à mot, le coq s'est transformé en phénix et les nuages de bon augure restent. Et là, le chien qui peut faire prospérer l'année est venu et va nous donner la grande fortune. Donc, parce que surtout là, il y a un jeu, c'est des parallèles. Qi et Chuan, c'est directement le coq, parce que l'année du coq qui vient de partir, et l'année du chien qui vient. Alors, l'idée que
le coq s'en va, on ne va pas dire le coq s'en va, le coq s'est transformé en phénix. Oui. Tout comme on dit quelque chose où un poisson peut se transformer en dragon. Hein. Donc c'est voilà. Donc à ce moment-là, il y a des nuages qui apparaissent et qui accompagnent. Et les nuages de bon augure sont restés avec nous. Donc malgré le départ du coq, il y a quelque chose de bon qui est resté pour nous. Oui, hein. oui. Donc et puis le chien. Alors, il y a le mot wang qui est un jeu de mots parce que le chien wang wang wang. Oui. Et donc par synonymie, on dit que le chien va nous apporter prospérité. Wang, c'est vraiment rendre prospère. Hein. Donc, eh bien, la grande fortune va arriver et c'est l'idée de grand bonheur. Là, ce sera une année de grand bonheur. Alors donc ça c'est évidemment le contenu, si on peut dire, est très populaire, très païen même, parce que c'est des souhaits très directs. Hein. Oui. Mais dans la règle, c'est très poétique, parce que vous avez le rythme et le parallélisme. Il faut respecter comme un poème, un vrai poème classique, c'est-à-dire avec deux mots qui sont de tonalité très douce, et puis tout de suite deux mots de tonalité très grave. Oh, vous et pouvez après, nous lire voilà, encore. Jing Ji Hua Feng, c'est en chinois c'est Ping Ping Ze Ze, Ping Ping Ze. Donc c'est deux syllabes très doux, plus deux syllabes très graves, plus deux syllabes très doux, et plus une syllabe très grave. Donc c'est pour créer le rythme. Le rythme en Chine, c'est souvent 5 mots ou 7 mots, hein, ou parfois 9, ou parfois 8, mais l'idée c'est il faut rythmer. Le rythmer, un accent doux, un accent fort. Un accent doux, un accent fort. Et ça c'est très difficile. Parce que il faut à la fois trouver le sens parallèle, et en même temps il faut que le ton, le son, la prononciation rythme bien. Donc il y a une bonne rime et un vrai sens. Et donc c'est pour ça que les sentences parallèles, la plupart du temps, sont écrites par des lettrés. Oui. Et souvent c'est, vous avez dans un village, il y a le lettré du village le lettré qui va écrire pour tout le monde. Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui peut composer, hein, parce qu'il faut en plus il faut s'adapter à la situation, il faut varier, il faut pas toujours répéter, mais le but final est le même. Vous voyez, le contenu final, le noyau c'est le même, c'est un souhait de bonheur, de prospérité, de longévité, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire les grands souhaits très païens, très populaires, quoi. Hein. Donc c'est ça, si j'ose dire, qui est la force de la fête du printemps pour la civilisation chinoise. C'est-à-dire, c'est quelque chose profondément ancré, comme une vraie tradition populaire qui touche tout le monde. Mais en même temps, il y a une sublimation, si je veux dire. Une sublimation qui touche quelque chose de très élevé. Très élevé. Donc, du coup, ça devient quelque chose de très structurant. Hein, quelque chose qui peut durer si longtemps. Hein. En Chine, quelque chose qui dure longtemps, c'est toujours quelque chose dans lequel il y a une intervention des lettrés, des gens très haut niveau, et en même temps, qui, si on peut dire, s'adapte avec une demande populaire. Hein. C'est le lettré qui écrit du ciel et de la terre, comme on dit. La rencontre du ciel et de la terre. C'est-à-dire, il ne faut pas toujours rester comme ça, très élevé. Il faut aller vers la terre, vers les souches, hein, les souches solides de la population. Et en même temps, cette souche solide de la population demande quelque chose toujours d'un peu plus élevé. Donc c'est cette relation-là, je pense, qui donne une réelle force, hein, une force de longévité à cette fête de printemps. Alors je vous remercie, Monsieur Dong, d'être venu à cette occasion très festive et je vous souhaite une bonne année. Vous aussi. Alors on va souhaiter peut-être une très bonne année à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis pendant toute l'année. Volontiers. Allons-y. Alors on va vous donner le caractère du bonheur, fou, puisqu'il est renversé, donc c'est-à-dire que le bonheur est arrivé. Et merci, à la prochaine.